Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle matinale Alliance Digitale, la dernière avant le break estival. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Merci également à Publicis de nous accueillir dans ces superbes locaux. Alors, vous l'avez compris, ce matin, ça va être une matinale dédiée à la publicité programmatique de l'open web, mais également à la sustainability. Dans quelques minutes, je vous montre le planning. Voilà, dans quelques minutes, vous allez découvrir le baromètre du programmatique de l'open web du premier semestre 2026, présenté par Arthur Millet et Max Legrand de Grey Fox Hounds. Ensuite, on aura une présentation TechStack des éditeurs, une étude réalisée par Eman Media, présentée par Émeric Marolo et Marion Wyss, d'audienceurs. Et puis on aura une seconde partie, donc plutôt consacrée à la sustainability, avec le baromètre des éco-gestes de l'achat média programmatique, présenté par Salomé Bérébi. Un second panorama, les éco-gestes des AdTech, présenté par Adeline Gabé qui restera sur scène pour présenter une table ronde réunissant Céline Crépeau de Jellyfish et Caroline Tesdou de Havas Media Network. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir Arthur Millet, directeur général d'Alliance Digitale, pour un mot d'introduction. Bonjour Arthur. Il y a une zappette. Bonjour tout le monde. On sent que ça... On fatigue tous un petit peu là. Nous, c'est notre dernier événement du semestre. Ça doit être, je ne les ai pas comptés, mais ça doit être le 11e ou le 12e. Voilà. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont là. Alors, parce que je vais tout de suite parler du baromètre programmatique après, mais je vais juste vous parler d'Alliance Digitale 2 secondes et demie. Notez dans vos tablettes tout de suite. Vous avez déjà peut-être reçu un Save the Date et vous allez en recevoir beaucoup à partir de septembre. 24 novembre, forum d'Alliance Digitale. Voilà, donc avec un très beau programme. On change de lieu pour ceux qui connaissent, donc n'allez pas au 28 avenue Georges V, il y aura rien du tout le 24 novembre, on sera au 3 Mazarium dans le 6e. Voilà, donc vous allez recevoir des informations régulièrement, mais notez-le déjà dans vos tablettes pour ceux qui veulent venir. Il y aura un très très beau programme. Voilà, on va commencer tout de suite, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Max, tu veux bien me rejoindre hein, donc, Et on peut applaudir Max Legrand de Grey Fox Hounds. Voilà. On va se mettre là, Max, pour que les gens voient bien les chiffres. Voilà, Max nous accompagne maintenant depuis, donc c'est ton deuxième baromètre. Ouais. Voilà. Donc Max est très content, il travaille sur les chiffres du baromètre et c'est avec lui donc qu'a été construit cette présentation qui est en fait, alors là on est sur le S1. Pour ceux qui étaient là en début d'année, qui était l'annuel, on avait décidé de faire un complément d'analyse qualitative, en plus du quantique, vous allez voir. Là, on n'a fait que le quali. On attendra évidemment la fin de l'année pour faire du quali. Mais heureusement, nous avons nos amis, et je les remercie, de Mind Media qui vont venir nous présenter l'étude de TechStack, qui est très intéressante, qui apportera justement un peu de vision quali sur tout ce quantique, vous allez voir. Voilà, j'ai fini pour l'introduction, je passe directement sur le baromètre. Donc je rappelle, le baromètre que nous réalisons grâce à nos partenaires Atomic, merci Jean-François, donc c'est des données qui sont essentiellement issues des SSP, ça représente à peu près 90 régies publishers, donc dont à peu près 40 grosses. Comme vous le savez maintenant, on a intégré un périmètre nouveau qui est celui des DOH avec les SSP DOH, on les remercie. Donc ça, ce sont les données des DOH directement que nous récupérons et on est tiers de confiance et que nous retraitons. Donc c'est évidemment pas le même périmètre, hein. C'est pour ça qu'il y a des comparaisons qui ne seront pas tout à fait possibles, c'est pas tout à fait la même modélisation. Autre point important, on regarde évidemment le display, la vidéo, l'audio et le DOH, comme je viens de le dire, mais je voudrais juste faire un petit point sur la vidéo, parce qu'il y a toujours beaucoup de confusion. Notre périmètre, ce n'est pas la totalité du périmètre vidéo. Nous avons qu'une toute petite partie du périmètre vidéo, on a même moins de 10%, j'ai d'ailleurs enlevé les 10% parce qu'en fait je pense qu'on a moins de 10% aujourd'hui. Donc on a plutôt en fait ce qu'on va appeler les vidéos des publishers qui ne sont pas des broadcasters, voilà, pour faire simple. Et on n'a évidemment pas Dailymotion, on n'a pas évidemment YouTube.
qui partagent pas vraiment ces chiffres. Voilà. Donc sachez-le, ce que vous allez voir sur la vidéo, c'est vraiment une catégorie très précise. Et dans 2 jours, vous allez avoir l'observateur de l'ePub, qui évidemment sur le vidéo in-stream dira forcément quelque chose de très différent de ce que vous allez voir là. Mais j'ai checké avec le SRI, nous sommes assez raccords sur cette catégorie de publishers, c'est bien les mêmes tendances. Petite conclusion, on va la faire rapide, on pourrait évidemment discuter des heures sur tout ce qu'on vient de voir, mais bon, il faut quand même à un moment donné faire des choses, il faut quand même à un moment donné faire le wrap-up. Bon, voilà, pas le mystère, malheureusement, l'open web programmatique au global continue de baisser. Évidemment, c'est le display qui tire vers le bas, mais parce que le display pèse encore 70%, donc évidemment quand il baisse, il y a tout qui baisse avec lui. On voit quand même que ce qui fonctionne, bon, modulo ce qu'on vous a dit, mais c'est plutôt les formats qui génèrent de la performance sur le display aujourd'hui. C'est les seuls qui arrivent à tirer un peu de croissance. Les vidéo-éditeurs, là, c'est vraiment une chute importante. Donc, comme on l'a vu, qui s'est déclenchée depuis 2024. Donc, certainement, parce qu'aujourd'hui, il y a une offre vidéo peut-être plus quali, et on le sait tous avec les nouvelles plateformes, les chaînes, les broadcasters qui ont lancé aussi leur CTV, etc., etc. Donc, il y a évidemment une offre beaucoup plus quali qui est sur le marché, et surtout qui est très dans la continuité du linéaire. Ce que n'ont pas les éditeurs traditionnels. L'audio continue de progresser fortement et peut-être qu'à la fin de l'année, on espère en tout cas que l'audio dépassera peut-être la vidéo, ce qui serait un très bon signe. Donc là, c'est vraiment un levier à regarder de près, en tout cas qui continue de progresser. Et comme le programmatique DOH, et finalement, c'est les 2 médias qui aujourd'hui apparaissent vraiment comme des leviers importants de l'open web. Donc, le message que je voulais juste vous passer, alors oui, il y a une petite, ça c'est important parce que c'est corrélé avec ce que je viens de vous dire, c'est que quand on regarde les CPM, évidemment la valeur, elle est sur la vidéo et sur l'audio. Voilà. Alors on n'a pas le DOH, mais je pense que si on faisait le DOH, on aurait une valeur qui serait à peu près similaire. Donc le petit message que je voulais juste vous passer, bien sûr, c'est pas, les tendances sont pas bonnes, mais l'open web, c'est pas que du display en programmatique. Voilà, regardez ça en tête. L'open web, c'est d'autres médias, c'est de l'audio digital, c'est de la vidéo, bien entendu. Donc ici, on voit pas toute la vidéo, donc, mais si on regardait toute la vidéo, elle serait en progression. C'est du DOH, c'est peut-être aussi du gaming, c'est peut-être aussi du RCS. Il ne faut pas voir l'open web juste comme l'open programmatique display, parce que sinon, dans ce cas-là, en effet, on voit que l'open web chute, alors que on peut espérer, en tout cas, que si ces tendances se confirment, que le global open web demain reprenne un petit peu de poil de la bête. Voilà, c'était un petit message positif avant de partir pour ceux qui partent en vacances. Pour ceux qui partent pas, c'est bien aussi d'avoir un petit message positif pour continuer jusqu'à fin juillet. Et maintenant, je vais passer la parole à Jérôme. Tu veux reprendre la main? Ah non, important, pardon. Excusez-moi. Important, si vous voulez avoir une vision européenne de l'ensemble des investissements publicitaires, programmatiques et digital. Je vous recommande cette présentation. Alors, elle arrive très tard dans l'année. Normalement, elle est en mars. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être eu un problème pour collecter les chiffres. C'est l'ADEX européen qui est fait par l'IAB Europe. Pour ceux qui connaissent Daniel Knapp, qui est le chief économiste de l'IAB Europe, qui compile l'ensemble de ces chiffres. Vous allez retrouver évidemment les chiffres de l'observateur de l'e-publicité à l'intérieur. Mais c'est une vision donc qui permet aussi de comparer le marché français avec l'ensemble de nos confrères européens. Je vous recommande, ça dure pas très longtemps, c'est 45 minutes, c'est hyper efficace et c'est hyper instructif. Donc vous avez le petit QR code pour vous inscrire ici. Sinon, évidemment, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'IAB Europe. Voilà, c'est vivement recommandé. Merci Arthur, merci Max, on peut les applaudir. Et n'hésitez pas à flasher le QR code, je crois qu'on peut découvrir dès maintenant tous les chiffres qui ont été présentés ce matin par Arthur. Est-ce que ça fonctionne? Ceux qui sont au fond de la salle, n'hésitez pas également pour vous installer. Il reste quelques places au milieu de la salle ou devant. C'est bon? Vous avez réussi à flasher le QR code?
Encore quelques smartphones qui sont levés. Encore une seconde, c'est bon? Très bien. On va poursuivre sur le sujet du programmatique Open Web avec une présentation MindMedia et j'invite Émeric Marolo de MindMedia et Marion Wyss d'Audiencer à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir tous les deux. Bonjour, la scène est à vous. N'hésitez pas à vous mettre de ce côté-là. Vous voulez ou vous asseoir, comme vous voulez. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Merci à tous de nous accueillir. Donc, je pense qu'on se connaît assez peu. Je suis donc Marion Wyss. Moi, je viens du côté éditeur. J'ai passé une vingtaine d'années côté éditeur. Et puis, il y a quelques années, j'ai monté un média pour les professionnels des médias qui s'appelle Audiencers. À titre personnel, depuis 5 ans, j'ai monté une étude qui s'appelle la Tech Stack des éditeurs de presse, dont le but est de répondre à la question: quels outils les éditeurs de presse français utilisent pour produire, diffuser, monétiser leur information. Le point de départ, c'est que, évidemment, ayant grandi et travaillé dans ce secteur pendant un long moment, très souvent, j'avais des éditeurs qui me demandaient: tiens Marion, tu sais pas quel outil utilise Le Figaro pour faire ci, Le Monde pour faire ça, tel média pour faire ci ou ça. Parfois, j'avais la réponse, souvent, je ne l'avais pas. Donc, on envoyait des SMS à droite à gauche, et puis, évidemment, tout le monde envoie des SMS pour savoir, mais résultat, on ne créait pas un socle de connaissances qui était public et interrogeable de façon constante et pérenne. Donc, c'est pour ça que cette étude TechStack est née. Donc, pendant 4 ans, on a étudié 4. Alors, je dis on parce que la première année, je l'ai faite toute seule, et à partir de la deuxième année, le Sciences Po s'est associé à moi et est devenu le co-organisateur avec moi de cette étude. Donc, on étudiait 3 familles d'outils. Donc, pour les éditeurs médias, donc c'est un peu moins votre sujet, mais donc les outils pour l'édito, quels outils utilise la rédaction pour publier l'information, les outils marketing et les outils techniques. Et puis, chaque année, à chaque fois que je sortais l'étude à l'automne, j'avais beaucoup de regrets qui étaient exprimés. Mais pourquoi vous n'étudiez pas la pub? La pub est un pilier essentiel de la monétisation du business model des médias. Et à chaque fois, je disais, bah oui, je sais, mais on peut pas tout faire. Et ça, c'était jusqu'à ce que Émeric me propose de créer ce questionnaire et la version, son pilier pub. Donc, on a sorti l'étude hier soir, c'est tout frais, avec donc une nouvelle catégorie, les outils de la publicité, avec un questionnaire qui a été monté par toi, Émeric, analysé et publié sur le site de TechStack ce matin à 7h30. Voilà, et donc je te laisse partager les résultats de cette étude. Merci Marion. Effectivement, donc je suis rédacteur en chef de la cellule data journalisme du groupe Mind, qui comprend notamment MindMedia. Et d'abord, merci à Marion de nous avoir proposé de la rejoindre sur cette étude qu'on suivait depuis longtemps sur les autres volets. Et effectivement, on a vu l'intérêt d'ajouter un volet publicitaire à tout ça. Donc entre février et avril, on a reçu les réponses de 19 régies publicitaires qui gèrent l'inventaire de dizaines de sites et applications mobiles majeures, et parfois les revenus tirés de la distribution des contenus sur d'autres plateformes, la télévision connectée, l'audio digital, on en a parlé, YouTube, etc., pour des millions de pages vues chaque mois. Elles sont représentatives du marché publicitaire puisqu'on y trouve des acteurs de la presse quotidienne nationale, généralistes, des acteurs de l'audiovisuel, la PQR, ou encore la presse professionnelle. On a interrogé ces régies sur leur utilisation et leur satisfaction au sujet de 22 familles réparties dans 5 grands métiers et usages. Une précision méthodologique importante pour commencer, les réponses valent pour l'ensemble des sites des répondants, bien que les stratégies et les choix peuvent différer d'un média à l'autre, d'une marque média à l'autre. Donc les taux d'équipement indiqués dans l'étude sont le reflet des choix des professionnels plutôt qu'une estimation des pénétrations de marché. Un outil pourrait avoir été cité une seule fois, s'il équipe tous les sites d'un grand groupe média, sa pénétration de marché serait très importante, mais elle ne serait pas reflétée dans l'étude. Voilà. Quand on entre dans le détail des outils utilisés sur toutes ces catégories, hors outils maison, on y reviendra, les régies ont cité 113 outils qui appartiennent à 100 sociétés différentes. Google est la plus représentée avec 8 solutions, devant Amazon qui en a 3, Azerion, Criteo, Microsoft et Tix qui en ont 2 chacun. 52 outils, soit près d'1 sur 2 sont français. Donc voilà, chiffre important, tandis que 43 sont originaires des États-Unis, ça représente 39%, et les outils européens sont rares, vous pourrez les trouver dans l'étude, dans nos articles.
10 outils se distinguent en ayant été cités par la moitié ou plus des régies qui ont répondu à l'étude. En tête, on a 2 solutions de Google, l'ad server Google Ad Manager, le SSP Ad Network Google Ad Exchange, ADEX, qui sont présents respectivement dans 70 et 65% des questionnaires. Le top 10 compte 4 acteurs français, la CMP d'Idomi, les SSP Ad Network TIDS et Equative, et le mesureur d'empreinte carbone DK. On trouve aussi dans ce top 10 les prestataires d'aide vérification Integral Science, l'identifiant UTIC, le SSP de Microsoft Zander, le wrapper Header Bidding Open Source Prebid. Derrière ces têtes d'affiche, le paysage est plus dispersé puisque la moitié des outils ont été adoptés par moins de 10% des régies. Donc voilà, des très grands acteurs et après une multitude d'acteurs qui ont un peu plus de mal à émerger, mais tout de même. Et donc encore une fois, beaucoup d'acteurs français dans tout ça. À côté de ces 113 outils de marché, on a identifié 35 solutions maison que les régions ont développées elles-mêmes pour répondre à leurs besoins plus spécifiques sur certains aspects ou parce qu'elles voulaient conserver la main sur certains sujets. Donc ces outils concernent 16 des 22 familles étudiées. C'est par exemple 37% dans le ciblage contextuel et cookieless et 21% pour le yield management et les analytics. Plus de 6 régies sur 10 ont développé au moins un outil maison et on a un maximum de 10 outils maison pour une des régies. Les réponses sont anonymisées, donc vous n'aurez pas le détail de quelle régie utilise quel outil. Un responsable d'une régie audiovisuelle a précisé que lorsqu'il ne trouve pas d'outils qui répondent à ses besoins, il le développe eux-mêmes. C'est quand même loin d'être la norme puisque la plupart des éditeurs se concentrent malgré tout sur leur cœur de métier, le contenu, l'information, et externalisent plus souvent le volet ad-tech à des spécialistes. Certains internalisent des volets essentiels à leur activité, comme les players vidéo chez les acteurs de l'audiovisuel par exemple. Cette étude elle nous a notamment permis de classer les 22 catégories sur 2 axes, le taux d'équipement sur 100% et la note de satisfaction sur 10. Permettez-moi de vous présenter ce graphique qu'on va revoir plus tard. Chaque point représente une catégorie d'outils. Les 2 traits en orange, ils représentent 2 moyennes. Verticalement, celle des notes de satisfaction, qui est de 7,1 sur 10, et horizontalement, celle du taux d'équipement, qui est à 60%. En haut à droite, vous avez les outils qui sont à la fois mieux notés et davantage adoptés que la moyenne. En bas à gauche, celles qui sont moins adoptées et moins bien notées. Et dans les 2 autres coins, des outils qui peuvent soit redouter un désengagement ou au contraire espérer davantage d'équipement dans les prochaines années. Commençons par la variable du taux d'équipement. Ici, on a 5 familles d'outils qui sont présentes dans au moins une fois chez plus de 3 répondants sur 4. Donc les players vidéo, les CMP, les ad servers, les order management system et les SSP ad network. Je ne vais pas définir toutes les catégories, mais vous pourrez retrouver plus un glossaire dans nos articles. Ces 5 briques qui sont presque indispensables pour les régies pour des raisons réglementaires. Dans le cas des CMP, où Didomi s'est imposé depuis longtemps, ou bien parce qu'elles sont au cœur du dispositif. Dans le cas des players vidéo, des ad servers, des order management systems. Et là, le français Adresa Doper est le plus utilisé devant Salesforce. Encore une fois, Google est très utilisé côté ad server et ad exchange, même si de nombreuses régies reconnaissent les risques que ça représente. Les questions de transparence, de dépendance technologique, de la baisse des marges restent les principaux motifs de frustration. Là, je dois préciser que dans le questionnaire, on a demandé aux régies de commenter certains aspects avec des réponses plus qualitatives. Les verbatims, je ne vais pas les montrer là, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais vous pouvez les retrouver dans l'étude et dans les articles. À l'inverse, on a 3 formats, DCO, Advert Payment et InImage, ainsi que l'attribution, qui ont plus rarement été adoptés par les régies. L'attribution, elle nécessite une taille critique pour que les acheteurs utilisent l'outil d'une régie plutôt que le leur. Leur coût est important et leur recours se fait plutôt sur demande des annonceurs. La Dynamic Creative Optimization, cette technologie qui permet d'assembler les différents éléments d'une publicité en fonction du contexte au moment de l'affichage, elle est notamment incarnée par Adventory et a plutôt un sujet de DSP. Le format InImage, lui, il ne se prête pas à tous les médias et certains éditeurs le refusent aux régies publicitaires. C'est un des aspects qu'on a observé concernant les formats. Certes, ils ne sont pas toujours tous à la main des régies. Si on observe maintenant le graphique sur l'axe des notes, sachez d'abord qu'elles ont été attribuées à plusieurs outils plutôt qu'à chacun individuellement, parce que les régies sont parfois multi-équipées pour une même tâche. Donc voilà, les notes concernent une catégorie plutôt qu'un outil en particulier. Les critères de notation les plus souvent évoqués
par les répondants, c'est les revenus générés, les coûts, les services clients et la facilité d'utilisation. La note globale moyenne, je l'ai déjà signalé, elle est de 7,1 sur 10. Les outils dédiés au format audio digital, ceux pour le lead management et les players audio, ont reçu les meilleures appréciations. Les acteurs de l'audio digital, ils semblent bénéficier de la forte croissance des revenus générés par les régies, comme Arthur et Max l'ont montré. Sur ce point-là, les régies ont cité 8 outils dédiés, dont Soundcast, AdsWiz, Acast et AudioMeans. Ils sont jugés puissants, fluides, adaptés aux contraintes, avec surtout, encore une fois, des revenus en forte croissance. Les players audio sont souvent les mêmes que ceux qui proposent la monétisation, donc la note est assez proche pour des acteurs comme Acast, AudioMeans, Saouti, Podol et Ocha. Les outils de gestion du yield et des analytics comme PubStack, Atomic Advisor, quoique parfois jugés chers, sont aussi jugés très utiles pour appréhender la complexité de la publicité programmatique et en tirer les meilleurs revenus. À l'autre bout du spectre, les outils dédiés à l'advertisement, les data clean room et l'attribution sont appelés à faire mieux. Concernant les data clean room, elles sont jugées onéreuses par certains répondants car elles nécessitent une taille critique pour les opérer, les commercialiser, une force commerciale pour les proposer au marché. Et malgré tout, des revenus qui sont parfois jugés en dessous des attentes. Pardon, je reprends mes notes. Ici, mais il y a quand même certains répondants qui se montrent plus positifs sur ces data clean room. LiveRamp et MediaRhythmix ou encore Decentric ont été cités. L'advertisement, ce modèle dans lequel l'internaute accepte de visionner une publicité, souvent une vidéo, avant d'accéder à un contenu. Sur ce point, les répondants estiment qu'il génère assez peu d'usage, marché et de revenus. Sur la question des formats, le facteur prix est prépondérant dans les notations et les appréciations des régies. Entre les deux, on a pour 8 catégories des taux d'utilisation et des notes moyennes qui sont moins tranchés que pour la douzaine qu'on a déjà citées. Je ne vais pas présenter chacune en détail, mais concernant par exemple les ID alternatifs, sachez que certaines régies se montrent critiques concernant les revenus qu'ils génèrent, qui sont jugés insuffisants et l'impact réel encore peu mesuré. Certains font preuve de plus d'indulgence pour des solutions qui présentent un potentiel intéressant et un marché en phase de développement. Les solutions d'ad vérification, elles apparaissent comme étant moins répandues que ce qu'on imaginait. Et si Integral Science c'est la plus utilisée et plutôt saluée, certaines régies jugent plus durement son prix et son service. La question des blocklists et des revenus qu'elles font perdre aux régies est souvent en revenus également. La mesure de l'empreinte carbone, qui est plutôt répandue, elle suscite des interrogations sur son apport et l'intérêt des agences et des annonceurs pour cette question. Voilà, c'est pas forcément les outils eux-mêmes qui sont en question sur ces sujets-là, mais plutôt leur accueil par le marché. On a aussi demandé aux régies de noter leur appréciation globale, l'appréciation globale entre l'adéquation de leurs outils et leurs objectifs. Là, la note elle est à 7,4 sur 10, un peu supérieure au 7,1 de chaque famille prise indépendamment. Et la plupart des notes sont comprises entre 7 et 9. Donc voilà, plutôt une bonne satisfaction et une adéquation qui est jugée plutôt bonne. Un responsable indique par exemple que sa stack répond à ses enjeux de monétisation, de performance, de maîtrise opérationnelle, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour accompagner ses évolutions. Une autre note qu'elle lui permet d'être flexible et d'opérer des tests et déploiements pour le rendre plus efficient. On peut noter quand même que la question des coûts, qui sont difficiles à maîtriser sur un modèle de régie, selon certains, est souvent évoquée. Une professionnelle souligne qu'un pilotage précis des frais est nécessaire, ceux-ci ayant tendance à augmenter fortement. Et puis, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la question de l'intelligence artificielle. Donc, on a demandé aux régies quel en était l'usage dans leurs équipes. La plupart ont des usages évidemment généralistes pour simplifier les process, améliorer la productivité, par exemple grâce à la transcription de réunions, l'assistance à la réponse au brief, la veille, les pré-analyses légales. Certaines l'ont intégré à leur cœur de métier, par exemple pour créer des campagnes promotionnelles. Elle permet aussi à certaines régies de simplifier le reporting et l'analyse. Certaines explorent la création de nouvelles offres publicitaires avec le Géo, évidemment. Et puis, parmi les usages les plus avancés, une régie a indiqué explorer le protocole ADCP pour exposer son inventaire aux agents des agences et des DSP. La semaine dernière, Prisma a par exemple annoncé la création d'agents de vente. Les régies, côté outils, les régies s'appuient sur des outils généralistes comme ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, et sur des services plus spécialisés parfois, comme Midjourney et NanoBanana pour la création d'images, ou AgentForce de Salesforce pour le CRM.
Les plus matures développent leurs propres outils avec les LLM disponibles sur le marché et certaines s'appuient sur les outils d'IA générative disponibles au sein des groupes auxquels elles appartiennent. Voilà, c'était là qu'un premier aperçu des résultats. Encore une fois, pour retrouver tous les verbatims, tous les chiffres, je vous invite à consulter l'étude qui est disponible depuis hier soir et les articles que MindMedia a publiés et qu'on va y consacrer avec notamment Chiara, journaliste chez MindMedia, dans les prochaines semaines. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Marie. On va peut-être faire rapidement une session de questions-réponses. Est-ce que Chiara. quelqu'un a des questions dans la salle? Pendant ce temps-là, ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, n'hésitez pas à vous installer. Il y a des places au 2e et au 3e rang. Quelqu'un a une question? Un publisher? Un éditeur de solutions? Est-ce que, justement, comme expliquait Émeric, on a introduit pour cette première fois ces volets de TechStack dédiés aux régies publicitaires. Et donc, au début, on a vu les régies qui ont répondu, mais justement, ça nous intéresse d'avoir un temps réel des réactions sur les résultats, pour avoir aussi une analyse un peu plus qualitative et voir du côté du marché comment vous lisez, interprétez ces résultats. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent comme ça? Est-ce que vous avez un premier avis sur des chiffres? On peut revenir sur des slides. Pas de questions? Très bien, merci. Très bien, merci beaucoup Émeric et Marion et Chiara, on peut les applaudir une fois de plus. Et on va enchaîner avec une seconde partie de la matinée donc consacrée à tous les sujets liés à la sustainability. Et on n'avait pas un baromètre de Salomé? Non, je me trompe. Vous avez interverti, ok. Bon, j'invite donc Adeline Gabé à venir sur scène donc, pour nous présenter le panorama des éco-gestes d'EdTech. Bonjour Adeline, on peut l'applaudir. Alors, on va continuer sur le sujet un peu tech stack, mais avec un prisme durabilité. En fait, on a pas mal parlé de ce que font les agences, les régies en matière de stratégie de durabilité. Et finalement, on s'est assez peu interrogé jusqu'à présent sur ce que faisaient les grandes plateformes technologiques, les ad serveurs, les SSP, les DSP dans ce domaine-là. Et donc, on a voulu creuser un peu le sujet chez Alliance Digitale, parce que finalement, ces plateformes, elles sont un peu au cœur du système et elles ont des leviers importants en fait pour aider le marché à être plus durable et à réduire son empreinte environnementale. D'abord, ces plateformes, évidemment, elles consomment beaucoup d'énergie, elles consomment de l'eau via leur data center, elles consomment des ressources métalliques pour fabriquer les puces, les ordinateurs, les serveurs, etc. qu'elles utilisent. Donc ça, c'est un poids environnemental important. Et donc, elles peuvent, par certaines actions, réduire leur propre empreinte environnementale. Et puis, elles ont un deuxième levier d'action, ces plateformes, parce que elles peuvent proposer à leurs utilisateurs des fonctionnalités qui vont aider les régies, les agences, les annonceurs à réduire l'empreinte environnementale des campagnes. Et donc, on a fait tout un travail avec Alliance Digitale depuis 4 ans sur mesurer l'empreinte environnementale des campagnes digitales. On a identifié des leviers pour le faire. On sait qu'il faut beaucoup jouer sur le poids des créations, la durée des vidéos, la simplification de la chaîne programmatique aussi, pour limiter un peu le volume des requêtes qui sont envoyées. Mais finalement, tout ça, ça peut être facilité par les outils en intégrant certaines fonctionnalités.
Donc on a interrogé un certain nombre de plateformes ad server, SSP, DSP avec un questionnaire assez ardu, et donc encore un très grand merci à toutes les plateformes qui sont citées ici et qui ont bien voulu répondre à nos questions en fouillant à la fois leur rapport de durabilité et les fonctionnalités qui sont présentes dans leur plateforme. Donc je vais pas vous, enfin on va montrer quelques extraits de ce panorama qui sera disponible tout de suite sur le site d'Alliance Digitale, mais juste pour vous donner un peu une idée. Donc à quoi va servir ce panorama? C'est déjà d'identifier les fonctionnalités qu'on a appelé éco-gestes, qui sont déjà disponibles dans les outils que vous utilisez, ad server, DSP, etc. Ça peut vous aider aussi à challenger vos partenaires. Si on voit que chez Intel, il y a telle fonctionnalité, eh ben, ça nous permet de challenger un peu le partenaire avec lequel on travaille en disant « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien avoir ça », parce que ça facilite vraiment la réduction de l'empreinte carbone des campagnes. Beaucoup de grosses agences, gros groupes médias sur le marché publient des rapports de durabilité, et pour ça, vous savez que ils ont besoin de récolter des données sur leurs partenaires, toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Ça peut vous aider aussi, puisqu'on vous a concentré les informations finalement sur ces sujets, sur les différentes plateformes qui sont adressées ici. Et puis évidemment, si vous faites des appels d'offres sur votre stack technique, là aussi, ça peut vous aiguiller sur les questions à poser, et avoir déjà certaines réponses qui vous permettent de faire un choix sur les questions de durabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce panorama? Là, je vous montre un extrait de la partie SSP. En fait, on a sélectionné un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre aux utilisateurs des plateformes, d'un SSP en particulier là, de réduire l'empreinte carbone des campagnes. Donc, par exemple, sur la partie SSP, je m'approche parce que c'est vraiment tout petit, on va regarder tous les sujets qui vont faciliter l'élimination du gâchis des impressions et l'amélioration de la qualité média. Parce qu'une impression qui est pas visible, ou sur un site qui va diffuser des fake news, etc., qui n'est pas dans un environnement propice pour la publicité, ça sera autant d'énergie gaspillée, parce qu'il n'y aura pas vraiment d'efficacité média. On va regarder les plateformes qui ont mis en place des fonctionnalités de bit-throttling et de reporting sur les requêtes filtrées. On va regarder aussi les plateformes qui mettent des warnings quand les deals sont inactifs, parce qu'il y a plein de deals qui sont créés, par exemple, et qui vont et si finalement il y a un bug sur ce deal, ça continue à envoyer des requêtes dans le vide, donc des ressources énergie, data center, ça ne sert à rien. Donc là aussi, les outils proposent des choses là-dessus. On regarde la transparence des intermédiaires programmatiques. On va regarder aussi si certains permettent d'avoir une évaluation de l'empreinte carbone qui est intégrée, ou même certains qui ont mis en place carrément des modes d'emploi sobriété pour utiliser leurs outils. On va regarder évidemment tous les sujets aussi de compression des créations. Est-ce qu'on peut utiliser les formats VAST 4.2 sur la vidéo? Est-ce qu'on peut facilement archiver les campagnes, etc., etc. Et on va également regarder ce que font ces différentes plateformes pour réduire leur propre empreinte. Donc, par exemple, est-ce qu'elles utilisent une source d'énergie bas carbone? Est-ce qu'elles travaillent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs serveurs? Est-ce que, pareil, elles travaillent aussi sur le refroidissement des serveurs? Certaines ont même fait le choix de localiser leur data center en France. Donc là, vous voyez par exemple Criteo et Stamp.
Est-ce qu'elles ont des stratégies de réemploi de leur matériel? Certaines sont engagées dans des démarches structurées de réduction d'empreinte carbone. Par exemple, la démarche SBTI à l'international ou ACT avec l'ADEME. Elles ont mis en place, pour certaines, des politiques d'achat responsables, des labels RSE. On regarde aussi les engagements sociaux et sociétaux. Et puis, on a mis des liens vers les différents rapports de durabilité. Donc ça, c'est la partie un peu résumée, mais dans le panorama, vous allez trouver aussi une fiche récapitulative par plateforme avec un peu plus de détails sur les politiques de chacun. Voilà, donc on vous engage à télécharger ce panorama et à vous en servir pour challenger et améliorer l'utilisation de ces outils. Merci beaucoup aux contributeurs, encore une fois, qui ont fait un gros boulot et vraiment impliqués. Merci. Merci Adeline. N'hésitez pas à flasher le QR code. Et on va enchaîner avec le second panorama. Et on invite Salomé Bérébi de Impact Plus à nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir également. On retrouve Adeline dans quelques instants pour la table ronde. Je reste un peu quand même pour faire l'intro. Bonjour à tous, je suis Salomé, du coup, chez Impact Plus. Donc, je travaille chez Impact Plus depuis 3 ans maintenant. Et ça fait quelques temps qu'on travaille avec l'Alliance digitale dans l'élaboration de ces baromètres et dans la mise en place de ces bonnes pratiques au sein des annonces, des annonceurs ou des agences. Je te laisse faire l'introduction, Aline. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, chez Alliance Digitale, on a beaucoup travaillé sur l'identification des éco-gestes pour l'achat programmatique et notamment pour les acheteurs. Et en fait, on s'est dit qu'il était un peu temps de faire le point sur cette partie. Est-ce que ces éco-gestes, ils sont vraiment mis en pratique dans les agences et sinon, pourquoi Donc, si, je vais aller de l'autre côté. Hop. Donc, on a mené une étude inédite sur le sujet auprès des agences principalement. Donc, on a à la fois des grosses agences et des agences indépendantes qui ont répondu. Et en termes de profil de répondants, on a la moitié de traders, on a des directions trading et on a un petit peu de gens qui font du conseil. Voilà. Et on est sur des gens qui pilotent à la fois des campagnes de branding et des campagnes de performance, donc un profil assez varié, mais plutôt des campagnes programmatiques, ce qui était le but, et avec une diversité de leviers également, display social et vidéo. Et je laisse Salomé vous présenter les résultats. Merci. On va vous présenter d'abord la synthèse de l'ensemble des résultats. Vous aurez tous les résultats, je pense, à disposition. Ici, on n'a gardé que les principaux résultats. Donc, ce slide, c'est vraiment le cœur du baromètre où vous avez une image de ce qui a été accompli ces dernières années et qui reste aussi, c'est aussi une feuille de route pour les prochaines années. Vous avez 3 niveaux de lecture sur la maîtrise de ces éco-gestes. Donc, le premier, c'est les éco-gestes acquis. Donc par plus de 80% d'applications. En deuxième, ceux qui sont partiellement acquis, pas encore systématisés. Et en troisième, ceux où on va un peu aussi insister, c'est ceux qui sont pas encore assez utilisés, trop insuffisants à 50% d'applications. Donc sur les premiers éco-gestes, donc ceux qui sont acquis, on voit qu'on a des éco-gestes, une liste d'éco-gestes qui allient à la fois des objectifs environnementaux et de performance média aussi. Donc on a le contrôle de la répétition, le réduction des chemins programmatiques SPO, on a des critères rating contrôlés, aussi des vidéos courtes, ça c'est hyper intéressant. On sait que travailler des vidéos plus courtes de 6 à 15 secondes a vraiment un impact significatif sur les performances environnementales mais aussi médias, comme vous pouvez aussi le savoir. Donc aussi exactement aussi la vérification, etc. Donc ces éco-gestes aujourd'hui sont acquis puisqu'ils travaillent aussi beaucoup la performance. Donc on sait que c'est des éco-gestes qui sont assez accessibles et faciles à mettre en place. Donc nous on est aussi assez contents de voir que ces éco-gestes sont acquis. En deuxième lecture, on a les éco-gestes partiels, où là, on a des éco-gestes qui sont mis en pratique, mais pour nous, pas assez systématisés.
On a parmi ces éco-gestes éviter les doublons d'outils, respecter les poids maximum. Donc nous, chez Impact Plus, depuis 2020, on a lancé ce type d'initiative, donc les poids maximum, etc. On voit qu'il y a vraiment des progrès dans l'adoption de ces règles au sein des marques et des annonceurs, mais c'est pas assez systématisé, même si au sein de nos partenaires avec qui on travaille, on voit que c'est souvent scalé sur l'ensemble de leur campagne et ça fonctionne, on voit des vraies performances à la fin de l'année. On sait que c'est pas le cas pour toutes les marques et pour toutes les annonceurs. Également privilégier des formats légers, donc ça va avec les vidéos plus courtes et le respect des poids à maximum. Et enfin, on a les éco-gestes insuffisants, donc qui sont utilisés par moins de 50% d'applications, qui sont pas assez systématisés et qui pourtant sont les plus intéressants et qui ont le plus d'impact. Donc on parle de ciblage Wi-Fi, on parle de la mesure et du pilotage de l'empreinte carbone. On est obligé de mesurer ces campagnes médias pour regarder quels sont les types, les plus gros leviers d'émissions et pouvoir aussi agir dessus, et aussi sur la compression des créas qui est très important. Donc c'est le travail qu'on fait vraiment chez Impact Plus, on voit que ces éco-gestes sont encore pas assez utilisés. Donc il y a vraiment encore de l'éducation et du travail à aller faire au sein des annonceurs pour aller travailler ces actions. Donc cette synthèse, déjà, ça montre un net progrès quand même depuis ces dernières années, notamment dû à la sensibilisation de l'Alliance digitale et au travail d'évaluation qui a été fait ces 4 dernières années. Donc ça, c'est top. On voit qu'il y a un net progrès et c'est hyper intéressant. Mais on voit aussi qu'on peut aller travailler, qu'on peut aller mesurer d'autres choses, qu'il y a de l'évolution à faire, notamment sur ces derniers éco-gestes qui sont les plus intéressants et qui ont vraiment les performances les plus impactantes. Donc c'est là où il faudra analyser ces prochaines années. Au-delà de la synthèse, on a quand même voulu vous montrer des résultats qui sont intéressants et qui, vous allez voir, répond au pourquoi des chiffres qu'on vient juste de voir. Donc on a quelques chiffres sur la politique RSE au sein des agences et sur les attentes des marques. Donc on a choisi deux notions de ce baromètre qui sont les plus intéressants. Au sein des bonnes pratiques, au sein des agences. Donc, déjà, c'est un point très positif, c'est on voit que quand on pose la question, est-ce que votre agence a adopté ou créé un guide des bonnes pratiques concernant l'achat média digital responsable, on voit que 90% des répondants disent oui, on a au sein de nos agences un guide, on a appliqué ou créé un guide des bonnes pratiques. Donc, on voit qu'on n'est plus au stade de la conscience, on voit que c'est un sujet qui est pris en main au sein des agences et qui est documenté et qui est utilisé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le deuxième point, c'est que au-delà du guide qui est disponible, est-ce que on a un suivi au sein des agences de ces bonnes pratiques? Oui, encore une fois, on voit que 90% des répondants répondent oui. Donc on a un suivi, on suit si on met en place ces bonnes pratiques, si elles sont utiles, intéressantes, si elles vont à la performance, etc. Donc on voit aussi deux chiffres positifs ici, que à la fois les guides sont créés, adoptés et aussi suivis. Néanmoins, ici, quand on leur pose la question, si oui, les directives du guide doivent-elles appliquer systématiquement, donc quand on regarde le caractère obligatoire ou systématique de ces guides, on voit que le tableau il est un peu plus nuancé. 42% des répondants disent que oui, c'est obligatoire, mais on a encore 47% qui disent que c'est encore à la demande du client ou appliqué en fonction de la connaissance, de la motivation de chaque trader. Donc ici, on voit que c'est surtout l'annonceur qui va porter ce type d'initiative au sein des campagnes et au sein de l'agence, et que quand c'est pas trop porté par les marques et par les annonceurs, ce sujet il est moins obligatoire au sein des agences. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc en tant qu'annonceur ici, vraiment porter le sujet au sein de vos conseils et de vos traders et regarder si ça a vraiment un impact significatif sur vos campagnes. La dernière question, est-ce que vos agences ont-elles intégré des clauses RSE dans ces cahiers de charges pour les appels d'offres des solutions AdTech? On voit que 62% oui, donc c'est aussi intéressant parce que les agences ont un poids aussi au sein des AdTech et de leur stratégie, avec leur stratégie des AdTech. Donc c'est intéressant de voir que 62% répondent oui dans cette obligation ou des questions spécifiques au sein des AdTech, parce que comme l'a dit Adeline, c'est intéressant de voir que au sein des AdTech et des entreprises technologiques, elles ont aussi un impact et peuvent aussi driver le changement. Donc là, on était sur les attentes, les guides des agences, et aujourd'hui, on va voir aussi les attentes des marques en corrélation. Donc, quand on pose la question, vos clients vous interrogent-ils sur les actions menées par vos agences pour réduire l'empreinte carbone de leur campagne? On voit encore
c'est assez nuancé, que 65% répondent rarement. Et c'est dommage parce que si on regarde les réponses plus haut, enfin juste avant, on voit que quand c'est porté par l'annonceur et par la marque, eh ben le changement il se fait et on a des pratiques environnementales, enfin des éco-gestes médias et environnementaux qui sont appliqués au sein des campagnes. Donc ici on voit que les briefs, les actions sont pas menées, que les clients n'interrogent pas forcément leur agence, donc que rarement, fréquemment entre 25 et 50%, et très souvent, c'est moins de 50% des annonceurs. Sur l'intégration des critères carbone dans les briefs, avez-vous des contraintes en termes de réduction d'empreinte carbone dans les briefs annuels ou les briefs des campagnes? Ici aussi, assez de contraintes, donc on a rarement, 60% disent rarement, et fréquemment entre 25 et 50%. Donc la conclusion ici, c'est qu'on voit que depuis ces 4 dernières années, et ça on est vraiment ravis, et on le voit au sein des annonceurs avec lesquels on travaille, les éco-gestes et ces bonnes pratiques sont quand même connues au sein des agences et des marques, notamment sur les vidéos plus courtes, des poids légers, des ciblages Wi-Fi, la réduction des chemins programmatiques. Donc ça, on est hyper content et on voit que ça commence à être de plus en plus documenté, qu'on n'est pas on n'est plus dans la phase de conscience, mais dans la phase de la prise d'action, mais que c'est principalement porté par les annonceurs. Donc on invite vraiment les marques et les annonceurs à interroger les agences et les traders sur ce sujet pour ensuite vérifier si on a des progrès dans les prochaines années. Et évidemment, les chiffres sont disponibles. Oui, vous avez tout le détail des questions, parce qu'on a synthétisé l'application des éco-gestes, mais il y a vraiment tout le détail dans l'étude disponible. N'hésitez pas à flasher le QR code. Merci Salomé. On peut l'applaudir. Et si je me trompe pas, on va passer en mode table ronde. Adeline. Tout à fait. Eh bien, Adeline, peut-être peut appeler ses invités, Céline et Caroline. Tout à fait. On va poursuivre la conversation et j'ai le grand plaisir d'inviter Céline de chez Jellyfish et Caroline de chez Havas pour commenter justement les résultats de cette étude, de ce baromètre. Et on peut les applaudir. Bonjour à toutes les deux. Merci. Bonjour. Vous voulez aller présentez-vous. Ah, ok. Alors, pour ma part, je m'appelle Caroline Tessedou, je suis Senior Impact Manager chez Havas. Donc, plus concrètement, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est action d'impact et d'engagement, que ce soit auprès de nos clients ou l'interne pour les audits, labels et autres. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Céline Crépeau, je suis vice-présidente en charge du développement durable chez Jellyfish. Je m'occupe également en ce moment du développement durable chez Oliver, enfin globalement dans le groupe Brandtech. Voilà, et donc je suis en charge de la partie environnementale, essentiellement de la décarbonation de nos activités digitales, en achat média, en production créative et en data. Alors, vous avez vu les résultats de notre premier baromètre sur les éco-gestes. On voit qu'il y a une certaine connaissance des pratiques durables pour optimiser l'empreinte carbone des campagnes, mais que certains leviers, le poids des créas, le ciblage Wi-Fi, même le pilotage de l'empreinte carbone, c'est pas encore systématiqué, c'est pas encore assez appliqué. Est-ce que les résultats de ce baromètre vous ont surpris? Comment ça résonne par rapport aux pratiques dans vos agences? En fait, non, ça m'étonne pas du tout, mais c'est normal, c'est pas encore dans les réflexes. Culturellement parlant, on n'a jamais évoqué ces sujets environnementaux dans nos métiers au quotidien. Donc, je pense que c'est à nous, agences, de proposer des solutions à nos clients annonceurs. On a des clients qui sont très impliqués, très engagés et qui sont en attente de cela. Et puis, beaucoup d'autres qui nous en parlent pas, mais pas parce qu'ils sont hostiles au sujet, simplement parce qu'ils savent pas comment faire. Donc, même si on est agence média, on se doit de leur dire qu'il faut quand même une certaine cohérence dans les prises de parole, qu'on peut pas prétendre être un annonceur engagé si le message publicitaire, c'est vous en avez 2 et vous en avez une 3e gratuite. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un certain alignement. Et puis, nous, chez Havas, mais bon, toutes les agences ont leur démarche, hein. On a une démarche qui s'appelle opt-out et qui fait que on systématise dans toutes les propositions qu'on fait à nos clients, en tout cas, on tente de le faire,
on systématise les propositions soit d'optimisation et de réduction d'empreinte carbone, soit d'optimisation d'impact positif. Donc c'est une sorte de toolbox avec 10 propositions. Et le client, ensuite, s'il n'est pas d'accord avec ça, il décoche la case, d'où la démarche opt-out. Voilà. Donc, ça n'est pas de la vente forcée, loin de là, mais au moins, à minima, ça crée une discussion avec le client, ça crée un réflexe, et puis on peut cranter dans le temps les actions, actions à court terme, à moyen terme, etc. Céline, chez Jellyfish, est-ce que tu penses que, par exemple, le ciblage Wi-Fi, le poids des créations, le pilotage de l'empreinte carbone, c'est des sujets qui arrivent à être diffusés? Bah alors, nous, ça fait, je dirais, 4 ans qu'on travaille sur un début de décarbonation de l'achat média, notamment du programmatique, parce que historiquement, c'est un levier qui est fort chez nous, mais aussi parce que le programmatique de tous les leviers digitaux, c'est à la fois celui sur lequel souvent l'intensité carbone est la plus élevée, à forme à égale, et aussi celui sur lequel on a le plus de marge de manœuvre parce que on a énormément de leviers d'optimisation possibles. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qui a été, je dirais qu'à chaque fois qu'on allait loin dans la démarche de décarbonation, c'était parce qu'on avait une étroite collaboration avec certains clients sur ce sujet et qu'il y avait une appétence, et pas seulement une appétence, une vraie volonté chez ces marques de décarboner. Ça a été le cas avec Heineken France, par exemple. On a travaillé avec Impact Plus sur la mise en place d'un algorithme de décarbonation qui permettait, basé sur le custom bidding de DV360, de prédire à la fois l'intensité carbone d'une impression à partir de manière multifactorielle. Donc il y a certains des indicateurs que tu mentionnes, par exemple le ciblage Wi-Fi, on sait qu'en moyenne, il a environ une intensité carbone, ces impressions, une intensité carbone 30% plus faible. Bah, on prenait en compte ce paramètre-là parmi d'autres pour prédire l'intensité carbone de l'impression, et on prédisait aussi sa performance. Et c'est ça qui était intéressant dans cette démarche, c'était de prédire ces deux indicateurs-là, et ensuite de prendre une décision d'enchère en fonction de ces deux indicateurs. Donc on pouvait continuer de prioriser la performance média, mais on savait que si on avait un autre facteur qui venait définir si on enchérissait plus ou moins fort en fonction du poids carbone qu'on attendait de cette impression. Et donc on croisait le type de connexion, le type de device, le domaine aussi sur lequel cette impression elle allait être délivrée. Et ça nous a permis, on l'a fait avec plusieurs clients, à chaque fois d'observer une réduction des émissions carbone des impressions de 20 à 30%. Sans dégrader les performances, voire parfois en les améliorant. Et ça, je pense que c'est un point important, c'est-à-dire que là où on arrive à convaincre, c'est quand on arrive à corréler le travail de décarbonation avec celui d'amélioration de la qualité du média. Et il y a aussi des réflexions à avoir sur le volume d'impression qu'on doit servir pour atteindre la performance espérée d'une campagne, et donc à accroître l'efficacité de la campagne pour pouvoir avoir les mêmes performances potentiellement avec un inventaire plus réduit. Nous, ce qu'on a fait, parce que donc c'était des travaux avec des clients spécifiques qui étaient très moteurs sur ces sujets, soit pour des raisons de valeur de cette marque et donc de capacité à incarner ces enjeux de développement durable dans tout ce qu'ils faisaient, dans toutes leurs opérations, même marketing. Mais ces clients-là, ils restent encore très minoritaires aujourd'hui et ils sont pour beaucoup français. Alors c'est pas l'exemple que j'ai pris juste avant, mais c'est vrai j'occupe ce poste au niveau global et j'observe quand même vraiment toujours que le marché français reste plus moteur, en tout cas, c'est des sujets qui sont beaucoup plus intégrés. Et après, pour ce qui est du déploiement de ces bonnes pratiques au niveau global, donc de manière industrialisée, chez nous, ça nous a paru plus difficile de le faire, en formant on forme les équipes, mais en tout cas, si on veut industrialiser rapidement, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place des optimisations qu'on peut déployer sur toutes les campagnes d'un coup, et notamment le fait de garder à jour et de systématiquement cleaner les listes d'inclusion et de diffusion en programmatique pour
écarter les domaines qui ont une trop grosse empreinte carbone. Et ça réduit de facto le poids carbone des campagnes de manière, à l'échelle, quoi. Tu parlais de systématisation, ça c'est un gros challenge justement, la formation des équipes. Dans vos agences, il y a des centaines de traders et même parfois dans une petite équipe de 10 personnes, on sait que c'est pas forcément facile de former les équipes sur les bons gestes à avoir, les bons réflexes. Faut que ce soit intégré dans une stratégie d'agence, voire dans la stratégie des clients. Chez Havas, comment vous faites? Est-ce que c'est cette démarche opt-out qui vous aide un peu à mettre à l'échelle? Oui, en fait, la répétition, elle est bonne dans la pub, mais elle est bonne aussi dans la formation en interne. Surtout qu'il y a tout le temps des gens qui partent, qui viennent, etc. Donc c'est la répétition en permanence. Faut pas se leurrer, le fait qu'on ait cette démarche opt-out qui vienne de la direction, ça aide. Quand Caroline Tessedou elle dit quelque chose, c'est bien, mais quand Laurent Brocaille dit quelque chose, c'est mieux. Donc voilà, les formations, elles sont régulières, elles sont répétées, et ça rentre. Et puis en plus de ça, c'est ce que tu disais, il faut sans arrêt relier la démarche au business. Voilà, on est tous là malgré tout pour faire du business. Donc il faut expliquer que les actions qu'on propose dans notre démarche durable, elles permettent d'optimiser les plans, elles permettent de rapporter du business, voilà. Et à partir du moment où on a un discours qui ne décroche pas de ça, franchement, ça avance bien. Ça avance bien. Et puis personne n'est hostile à faire son métier mieux. Enfin, c'est du bon sens. Donc une fois qu'on a été bien pédagogue sur le sujet, en général, ça suit. Tu peux nous donner juste quelques exemples justement de ce qu'il y a dans la démarche opt-out sur l'impact positif ou la réduction des campagnes? Oui, alors sur les impacts, alors on a la mesure avec notre calculette, on a développé un partenariat avec Cuts qui est une solution de compression de poids des fichiers. On a notre modélisation qui est maintenant sous contrainte environnementale. Donc ça veut dire qu'on offre la possibilité à nos clients de choisir un mix média le plus héroïste possible, mais l'un serait moins énergivore que l'autre. Et puis l'optimisation, alors c'est toujours plus simple de proposer des offres d'optimisation d'impact positif que de réduction réelle. Et donc, on a la French Touch qui consiste à investir dans des éditeurs français. Donc voilà, on a notre indice du pluralisme. Alors ça, c'est tout à fait gratuit pour les clients. C'est juste un pourcentage qu'on indique dans les plans digitaux, pas que d'ailleurs, pour dire monsieur l'annonceur, vous avez investi 10% chez les éditeurs français. Donc après, le client, il en fait ce qu'il en veut de cette indication. Soit il est très à l'aise avec ça, il dit oui, ça répond à ma stratégie. Soit au contraire, il prend conscience et il dit oui, effectivement, peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus chez les investisseurs, décidément, les éditeurs français. Donc voilà, donc des solutions, il y en a plein. On dépasse même notre périmètre, puisqu'on dit pensez à l'audio-description, le sous-titrage quand vous faites de la télé. C'est pas nous, médias, qui faisons ça. Mais c'est une prise de conscience globale et on parle toujours d'approche systémique et on est vraiment là-dedans. Et on voit que, la plupart des pratiques plus durables, elles sont favorables aussi à la performance. Nous, on avait publié des travaux dans ce sens-là chez Alliance Digitale, et voilà, Impact Plus est là souvent pour témoigner aussi que ça va dans ce sens-là, et les agences également. Néanmoins, il y a quand même des sujets qui coincent un peu, genre le poids des créas. On sait que, une créa qui est plus légère, ça s'affiche plus vite et c'est meilleur pour tout le monde. Sur ce sujet-là ou sur d'autres d'ailleurs pratiques plus durables, à votre avis, quels sont les freins? Pourquoi c'est pas encore complètement systématisé? Je rejoins Caroline. Il y a quand même un besoin de leadership sur ces sujets et de
poser une ligne directrice dans les agences qui vienne aussi de la direction et que ça vienne vraiment refléter pas seulement un sujet de valeur, mais un sujet de qualité opérationnelle dans ce qu'on propose, dans les services qu'on propose à nos clients. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a aussi une gestion de l'adoption de ces gestes-là, parce que la formation, c'est très important, le fait d'établir les bonnes pratiques, c'est très important, mais on a également besoin de faire en sorte que les équipes aient suffisamment de temps pour pouvoir les intégrer, ces bonnes pratiques, ou qu'elles aient les outils à disposition pour le faire facilement. Nous, par exemple, chez Oliver, on a développé en interne un outil qui permet de mettre toutes les créas au format le plus optimisé pour chacun des médias. Et donc ça, forcément, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour les équipes. Donc il y a ça, et puis il y a un sujet aussi de définir à quel moment du workflow, et quelque part, c'est là que la fragmentation aussi parfois du secteur de la communication digitale peut être un frein. À quel moment du workflow marketing, quelque part, du lancement d'une campagne de com, est-ce que on doit réaliser chacun de ces éco-gestes, quel qu'il soit, et de qui a la responsabilité, quelque part, de l'optimisation de chaque morceau de la chaîne. Et donc, typiquement, Oliver étant plutôt une agence créa, nous, c'est pour beaucoup de clients, c'est à ce niveau-là, c'est en tant qu'agence créa qu'on vient optimiser le poids des campagnes. On pourrait aussi tout à fait le faire côté média, mais ça demande de l'orchestration globale. Et donc, voilà, c'est aussi là que parfois le rôle des marques est important. D'où l'importance aussi de l'intégration de tout ça au maximum dans les outils pour faciliter les choses et qu'il n'y ait plus qu'un bouton sur lequel appuyer et on se pose plus trop de questions. Vous avez relevé toutes les deux, pour terminer, l'importance de l'engagement des marques. On a vu qu'il y a certains annonceurs qui sont très moteurs, d'autres beaucoup moins. Est-ce qu'il y a une typologie particulière d'annonceurs qui sont engagés, et comment vous percevez un peu la longue traîne d'annonceurs qui n'ont pas forcément intégré ça dans leur stratégie média? Franchement, je pense que ça... Alors, il y a effectivement... Alors, le secteur bancaire est plutôt avancé sur le sujet. On a LVMH aussi, qui est... voilà. Après, ça tient aussi surtout sur les individus. Parce qu'en face de nous, on a des communicants, des gens qui travaillent dans le marketing, etc. Il y en a qui, sur le plan personnel, y croient vraiment et du coup font transpirer leur engagement dans leur mission professionnelle au quotidien. Et puis il y en a d'autres qui pensent que parce qu'ils sont dans la branche marketing et communication, c'est peine perdue. C'est là où nous on intervient en leur disant bah non, il y a quand même moyen de faire des choses. Il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas je constate pas de typologie spécifique particulière. Bah, je dirais comme toi que c'est beaucoup une affaire d'individus avant tout. Hein. Il y a quand même parfois des gens dans les directions de la communication, dans les directions médias, qui se sentent investis du sujet, et ces personnes-là sont extrêmement moteurs et elles sont très importantes pour faire avancer le marché de manière générale. Et donc elles vont venir, en tout cas historiquement ça a été comme ça. Après ça va certainement changer, on est sur un sujet qui est en train de se structurer depuis quelques années. On était quand même dans une phase assez naissante, je dirais les 5 dernières années, donc c'était beaucoup un sujet d'individus. À mesure que il y a des standards qui se développent sur le marché, à mesure que les réglementations évoluent et que le sujet devient un petit peu plus mainstream entre guillemets, j'espère que ce sera plus seulement un sujet de passion chez quelques individus, parce que ça évidemment ça s'essouffle au bout d'un moment, et donc il faut trouver d'autres relais. Et après chez nous on l'a peut-être plus vu chez des marques CPG au sens très global, en tout cas des marques qui sont très sensibles aussi aux enjeux, aux préoccupations des consommateurs. Enfin, en tout cas, qui ont ce niveau de sensibilité-là qui est plus accru de par leur industrie, leur métier. C'est pas systématique, mais je dirais que c'est peut-être une tendance. Et voilà. Et puis, effectivement, beaucoup de marques françaises, même quand elles jouent à l'international et que ce sont des comptes globaux chez nous. Oui, et puis il y a aussi des annonceurs qui nous font beaucoup grandir, nous, agences,
sur ces sujets-là. Nous, on a la chance d'avoir comme client aussi l'ADEME. Je peux vous dire qu'on est ceinture bretelle quand on gère un client comme l'ADEME. On fait pas n'importe quoi, on dit pas n'importe quoi. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que c'est quand même un sujet où personne n'a la science infuse, où on apprend encore tous les jours, où il y a encore de nouvelles données qui nous tombent dessus. Et donc, c'est en toute humilité qu'il faut avancer collectivement. Et pour conclure, vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, que le sujet, il est très très loin d'être mort. On a souvent l'impression, en entendant un peu le backlash et l'émergence des sujets IA, que les sujets durabilité, ils ont été mis sous le tapis, etc. En fait, les grands groupes pour lesquels vous travaillez, c'est toujours dans leur stratégie. Ah oui, 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 tout à fait. En fait, nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on en parlait beaucoup, c'est parce que les entreprises étaient en train de se structurer. Il n'y avait pas d'équipe RSE et pas de Chief Impact Officer, etc., etc. Donc c'était un peu vite. On a des audits, on a des labels, etc. Maintenant, il n'y a pas un client qui n'a pas son responsable RSE. Il y a pas, enfin, je veux dire, maintenant, ça y est, c'est statué. Bon, après, il y a la vague de l'IA qui fait que les sujets de conversation ont un peu changé. Mais il n'y a pas un client qui nous dit moi je fais marche arrière, jamais. Et ceux qui se sont pas engagés, bon alors ils se précipitent pas non plus, hein, mais non c'est d'ailleurs rassurant, très agréable et au contraire il y a un petit côté cocorico qui fait que oui il y a Trump, il y a les Américains, mais nous c'est pas encore Trump qui dirige notre façon de faire, donc bah tant mieux. Et moi, je dirais aussi que, enfin, il y avait un moment d'effervescence sur ces sujets il y a quelques années où il y avait de l'excitation, on en parlait beaucoup, et du coup, il y avait aussi à ce moment-là peut-être une forte préoccupation pour le fait de communiquer sur ces sujets. Dans les directions, et ce qui était à la fois moteur parce que ça a donné une place un peu plus valorisée ces sujets RSE, et en même temps l'effet négatif c'était qu'on se concentrait peut-être plus sur les initiatives qui étaient communicables plus facilement que sur des initiatives de fond et de temps long. Et puis il y a eu ce moment de backlash, effectivement, hein, enfin moi que j'ai ressenti quand même assez fort, qui a donné l'impression qu'on allait ralentir très fortement sur ces sujets. Et puis depuis un an, en fait, on revient à quelque chose finalement de plus mature. C'est plus un sujet qui est avant tout un sujet de RP, c'est vraiment un sujet de gestion des opérations des agences et du marketing des marques, et qui commence à être intégré de manière plus standard dans les pratiques, et ça c'est très encourageant. Oui, et j'ajouterais aussi que dans les audits, que ce soit 14001, que ce soit EcoVadis, que ce soit n'importe quoi, SBTI, etc., c'est vraiment retour aux preuves. Il nous est vraiment demandé, c'est bien d'avoir une politique RSE, c'est bien de le proclamer haut et fort, mais maintenant, c'est quoi les preuves? Comment vous faites quantitativement pour mesurer vos progrès? Enfin, vraiment, on rentre dans... et d'ailleurs, maintenant, avant, on avait affaire aux gens de la com qui géraient ces sujets-là. Maintenant, on a affaire à des gens du juridique, on a affaire aux gens des achats. Donc, on voit que ça évolue et qu'on est dans le dur. C'est un point super important, ça, parce que non seulement il y a une demande de preuve dans ces labels, ces certifications, mais en plus, ils évoluent pour mieux inclure les sujets digitaux et du marketing, parce que auparavant, on sentait quand on répondait à ces audits-là qu'ils avaient été construits par des gens qui étaient très loin de notre industrie et de nos métiers, et quelque part toutes ces émissions qu'on avait en digital ou en média digital passaient un petit peu à la trappe dans ces audits-là. Elles étaient très secondaires, ils étaient très concentrés sur les émissions physiques, entre guillemets, enfin plus classiques d'électricité dans les locaux, de déplacements professionnels, etc. Et je trouve que ISO 14001 a évolué aussi cette année. SBTI, SBTI c'est le Science Based Target Initiative, qui est je sais pas comment dire, l'international body auquel on déclare nos trajectoires de réduction carbone, vient de publier une nouvelle méthodologie
qui commence à faire la part belle justement à ces émissions qui autrefois étaient dans une catégorie où on pouvait un peu les mettre de côté. Et donc tout ça, je pense maintenant commence à être un peu sous le feu des projecteurs. Et donc on va devoir progressivement, de par tout ce mouvement de transformation, il y a un enjeu qui devient beaucoup plus important, je pense un enjeu business essentiel, à mettre en place ces pratiques-là. Donc finalement, pour conclure, moins de com et plus d'action et de temps long, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci Adeline, merci Céline, merci Caroline, et puis merci à toutes et à tous d'être venus ce matin. On remercie une fois de plus tous les intervenants qui nous ont présenté ces livrables ce matin, une matinée très riche en contenu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Alliance Digitale, évidemment, pour télécharger les livrables. On remercie une dernière fois Publicis pour son accueil, et puis Alliance Digitale vous donne rendez-vous à la rentrée, avec un second semestre très actif également, et vous l'avez noté, le 24 novembre, Arthur, le forum Alliance Digitale. N'hésitez pas à discuter avec Arthur si vous souhaitez être partenaire. Bonne fin de journée à toutes et à tous et bel été. Au revoir.